Bonsoir à tous. Bienvenue au CJD. Alors, qui connaît déjà le CJD ici? Ok. Qui est JD dans la salle? Ok, donc il y a à peu près la moitié qui connaissent. Je vais vous faire une très très rapide présentation du CJD. Le CJD, plus ancien mouvement patronal de France, donc depuis 1938. On est aujourd'hui 6000 dirigeants de TPE-PME répartis dans 128 associations locales, 16 associations régionales et une tête de réseau que je préside. Le CJD a 3 casquettes. L'école du dirigeant, donc on a notre propre organisme de formation qui a dispensé l'année dernière 75 000 heures de formation. Deuxième casquette, l'Action Tank. Donc au-delà d'imaginer des nouvelles façons de diriger, on expérimente sur le terrain. On expérimente par exemple la semaine de 4 jours et on a expérimenté tout récemment ce qu'on a appelé la Convention Jidoyenne. Donc c'est inspiré de la Convention citoyenne pour le climat. On a expérimenté ça au service de la transformation des entreprises. Donc c'est la deuxième casquette, l'Action Tank. Troisième casquette, le mouvement militant. Nous sommes un mouvement profondément militant, un mouvement patronal qui a milité pour la création de l'assurance chômage, pour la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. On a milité pour les 35 heures, etc. Ici, vous êtes dans la maison des JD. Donc on a 2 étages qui accueillent des JD, qui a des salles de réunion, qui mettent des salles de réunion à dispo pour accueillir des JD, des membres du CJD. On a un 5e étage également, un espace que vous découvrirez peut-être tout à l'heure pour des soirées un peu plus conviviales, on va dire. Le CJD, donc c'est un mouvement humaniste, je vous l'ai dit. Et c'est ce qui fait qu'on est très heureux d'accueillir aujourd'hui HLU ou de faire cette soirée en partenariat avec HLU, puisqu'on a des valeurs communes. On partage beaucoup de choses. On partage une vision, on partage des actions, on partage une conviction aussi, c'est que manager par le cœur, ça a du sens et que ça fonctionne au service de nos entreprises. Alors, moi, je suis heureux parce qu'effectivement, par rapport à cette soirée, les échanges, je pense, ils vont être de qualité, vu ce qu'on a entendu tout à l'heure. Et je suis heureux aussi pour la qualité du partenariat qu'on a. Donc, merci Hélène, parce que ça fait un moment quand même qu'on échange et c'est toujours impressionnant de voir à quelle vitesse les choses avancent avec HLU. Ce soir, on va parler d'IA. Alors, le CJD s'est saisi du sujet il y a un petit moment déjà, comme un peu beaucoup de mouvements. Et au CJD, on a ce côté humaniste où on a essayé d'aborder l'IA pour que nos membres utilisent l'intelligence artificielle avec discernement, tout en faisons attention à ce qu'on appelle la performance globale. Donc au CJD, on est convaincu que la performance des entreprises, elle doit aller au-delà de la performance économique. La performance économique, elle doit être au service de la performance sociale, sociétale et environnementale. Donc ça, c'est dans notre ADN au CJD. Et vu que l'IA a un impact sur ces 4 aspects, eh ben, on l'a mis au cœur de nos réflexions à un moment donné. Et donc, on a produit un manifeste de l'IA que vous trouverez avec les documents que HLU met à disposition. Donc, on a produit un manifeste. On est allé encore sur un autre terrain, puisque au CJD, donc, je vous parlais de formation. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos 128 sections locales. On a notamment des commissions de travail. Et on a lancé, en septembre cette année, on a lancé des commissions de travail sur l'IA. Donc, on a formé en juin de cette année, là, on a formé 90 dirigeants qui vont animer chacun une commission de travail dans une section locale. Commission de travail qui va s'échelonner sur 10 mois. Donc dans 10 mois, on aura entre 600 et 800 dirigeants qui auront été formés à utiliser non pas l'intelligence artificielle, mais à utiliser l'intelligence collective pour mettre l'intelligence artificielle à disposition de leurs entreprises. Donc voilà les 2 sujets sur lesquels on a œuvré récemment, en plus des échanges qu'il y a eu sur les ateliers de préparation de cette soirée avec HLU. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup Mathieu pour cette introduction. On est absolument ravis aussi d'être accueillis chez vous au CJD pour cette soirée partenariale. Et donc en miroir de ce que tu viens de faire, je vais présenter rapidement qui est l'association HLU pour ceux qui ne la connaîtraient pas. On est tout jeune, contrairement au CJD. Nous, on est né en 2021. On est une association qui a été créée sur la base de l'intuition d'un monsieur qui s'appelle Jean-Noël Thorel, qui est entrepreneur et dirigeant, fondateur d'une grande entreprise de cosmétiques, Bioderma, Institut Estéderm, entreprise Naos. Et Jean-Noël avait une intuition qui s'est avérée excellente. Dès 2018, il avait l'intuition qu'il pouvait y avoir des risques importants aux IA
et notamment des risques concernant ce qui fait vraiment de nous des humains. Et donc, comment on va pouvoir préserver ce qui fait vraiment de nous des humains? De l'intuition, de l'empathie, du courage, de la sensibilité et bien d'autres choses encore. Donc, quand on a lancé l'association HLU, qui est aujourd'hui une association à caractère éducatif et scientifique, d'intérêt général, on s'est dit, on ne va pas demain vouloir faire ce que fait déjà le CJD et qui fait très bien. On va donc travailler à creuser un certain nombre de sujets, dont celui-là quels vont être les développements de l'IA. Alors, avant de parler de cette étude prospective qui est les futurs avec IA, ce qui est l'objet de la soirée de ce soir, je vais vous partager vraiment très rapidement une première étude qu'on avait faite l'année dernière, également en partenariat, dans le cadre du partenariat avec le CJD, étude que vous trouverez au rez-de-chaussée en sortant pour ceux que ça intéresse et sur Internet, qui s'appelait « Diriger avec l'intelligence du cœur à l'ère de l'intelligence artificielle ». Donc ça, c'était la première étude, un peu la photo. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on voit émerger? Quels sont les impacts, là encore, des nouveaux usages de toutes les familles d'IA, IA prédictive, générative, agentique, sur l'entreprise, mais surtout sur l'état d'être du dirigeant, son mode de faire. Si je le dis autrement, vous verrez dedans, donc quelques visuels que j'ai mis ici, l'intelligence du cœur que nous, on caractérise par une harmonie, une combinaison d'intuition et d'empathie et de courage, c'est bien utile dans le métier de dirigeant, et pour autant, peut-être que l'intelligence artificielle va affaiblir certaines de ces dimensions. Une fois que j'ai dit ça, sachant que nous sommes dans un monde d'IA déjà aujourd'hui, comment on organise la complémentarité, voire même proactivement préserver son empathie, ses facultés intuitives dans des mondes d'IA. Donc c'est ça, c'est l'objet de cette première étude que vous pouvez trouver, avec dedans des exemples et des études de cas concrets. Donc c'est pas un blabla théorique, ça visait à être extrêmement concret, et on l'avait nourri de focus group et d'ateliers avec des JD. Donc certains d'entre vous d'ailleurs y ont peut-être participé. Dans un deuxième temps, on s'est dit, partant de cette photo, on a envie de se plonger dans des futurs possibles et potentiellement probable. Bon. Et comme le métier historique de HLU n'est pas la prospective, mais que nous avons, et le CJD aussi, la conviction que la prospective stratégique est utile, voire indispensable à tout dirigeant, on s'est dit on va aller chercher des personnes ressources qui sont des experts de la prospective. On n'est pas allé chercher n'importe qui, je pense, on est allé chercher Futurible, qui donc va animer l'essentiel de cette soirée, qui est un cabinet, une structure de prospective stratégique connue et reconnue sur la place de Paris, qui a longtemps été le fleuron des méthodes de prospective à la française assez classiques, très sérieuses, quantitatives, sourcées, etc., avec de la construction de scénarios très argumentés. Et puis on s'est dit, on va faire quelque chose peut-être d'un peu plus fou et dans le même temps assez novateur. On va, avec Futurible et en partenariat avec le CJD, produire un travail qui a été mené avec des méthodes de design fiction pour designer des scénarios de futurs possibles, et vous verrez vous-même tout à l'heure si vous pensez qu'ils sont probables. Bref, on a fait du design fiction avec une méthodologie nouvelle, et on les remercie pour ça. L'essentiel de la moelle de ce qui en est sorti est dans ce rapport, donc ça a été fait et nourri et challengé par des dirigeants qui nous ont dit, bah non, vos scénarios, tiens, on peut peut-être le bouger un petit peu comme ci, comme ça, donc faire évoluer les scénarios. Deuxième chose, pour que ce soir, ce ne soit pas la lecture d'un rapport de prospective, ce qui ne serait pas extrêmement stimulant à cette heure tardive, on a voulu faire un format de soirée riche en émotions et on s'est dit, on va demander à des acteurs professionnels de venir sur scène dans le courant de la soirée pour incarner des dirigeants en 2035, dans ces futurs en 2035. Donc c'est le moment critique où je propose à Co-Théâtre de venir se présenter et dire quelle est la valeur ajoutée humaine, émotionnelle du théâtre auprès des dirigeants. Merci Hélène. Bonjour, je m'appelle donc Gilles Glaise, je suis JD section de Paris et je dirige Co-Théâtre, qui est une société qui utilise le théâtre comme outil pour la formation et la sensibilisation, parce que nous avons une conviction, c'est que c'est un formidable outil pour accompagner et dynamiser les équipes. Alors il y a deux raisons principales. Le théâtre, c'est d'abord très concret, ça parle de la vie de tous les jours, et on va particulièrement le voir ce soir, puisqu'on va à la fois traduire dans des situations très concrètes des concepts qui sont des concepts de prospective tels que ça sera présenté. Et le deuxième élément, c'est que le théâtre a de l'impact parce qu'il véhicule de l'émotion, toute une palette d'émotions, et on sait qu'en formation, l'émotion égale l'impact, égale l'efficacité. C'est pour ça que ça fonctionne. Alors, il y a plein de modalités pédagogiques, il n'y a pas que le spectacle par le théâtre, il y a plein de choses. Alors, ce soir, vous allez voir une modalité, je vous dis, je ne vais pas la spoiler, je ne vais pas vous dire laquelle, mais il peut y avoir des scénettes, il peut y avoir du théâtre forum, il peut y avoir des ateliers théâtraux, il peut y avoir des mises en situation. Tout ça, ça permet de composer des programmes de formation et de sensibilisation sur plein de thèmes. La diversité, la qualité de vie au travail, le management, le leadership. Le point commun de tous ces thèmes, c'est la relation entre les gens. Le théâtre, c'est bon pour l'interaction
entre 2, 3, 4 personnes entre elles. Donc en gros, ce qu'on appelle les soft skills, c'est le point commun. C'est un très bon outil pour les soft skills. Ne venez pas nous chercher pour d'autres sujets, ça n'a pas d'intérêt. Mais sur les soft skills, ça fonctionne très bien. Voilà, mais donc place à la prospective et au théâtre ce soir. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci parce qu'en fait, le fond va importer autant que la forme. Mais pour rentrer directement dans le fond, je vais inviter à rejoindre la scène Pierre-Antoine, qui n'est pas acteur professionnel, mais qui est prospectiviste, voilà, directeur d'études chez Futurible. Et ça va être le moment clé où tu vas pouvoir commencer par un jeu. On va commencer par vous faire jouer. Bonsoir. Bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je m'appelle Pierre-Antoine Marty, je suis prospectiviste. Donc la prospective, comme l'a dit Hélène, c'était quelque chose de très sérieux avant, puis c'est devenu n'importe quoi, et on va le prouver ce soir. On va commencer. J'ai mon patron qui est là, il est très content d'entendre ce que je viens de dire. On va commencer par un petit questionnaire. On va beaucoup parler d'intelligence du cœur, etc. Et j'ai une question à vous poser. Donc je ne sais pas si vous connaissez le test de Turing. Le test de Turing, c'est le test qu'on fait passer aux ordinateurs et aux machines pour savoir ce que c'est vraiment un ordinateur, ce que c'est un humain. D'accord ? Pour déceler le fait qu'on est en train de parler avec un ordinateur. Alors moi j'ai eu des attitudes un peu bizarres depuis que je suis arrivé. Alors j'ai envie de vous faire passer le test de Gnirut. Le test de Gnirut, c'est en fait le test de Turing inversé. D'accord ? J'ai une question très simple à vous poser qui est qu'est-ce que, d'après vous, vous différencie d'une machine ? Donc, ce que je vois, hein, je vous spoil, on ne les voit pas en live, mais il y a beaucoup la notion d'émotion, les émotions qui ressortent, etc. Beaucoup de gens qui disent qu'ils ont un corps. Effectivement, j'ai vu ça. Du ressenti, le cœur, l'empathie, l'autodétermination. Donc, ce qui sort vraiment, c'est le vocabulaire, etc., de l'émotif. Et, on va dire, une question du corps, quoi, de la corporéité. Le fait d'avoir un corps, des feelings, etc. Donc ça, Et puis il y a l'humour aussi qui ressort, effectivement, le rire, c'est vrai qu'on a besoin de ça. Mais que les IA sont pas très drôles. Je ne sais pas si vous avez fait demander aux IA de raconter des blagues, mais ça marche pas très bien. Donc, maintenant, par contre, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse afficher la présentation, parce que sinon la soirée est complètement foutue. Voilà. Bon, écoutez, hein, si vous voulez, il y a une queue de comète sur le test, vous pouvez toujours vous reconnecter, etc. Allez, je laisse encore 30 secondes le QR code, et puis on vous donnera un peu les résultats, on essaiera de les afficher. Heureusement, au moins le PowerPoint marche. La prospective, je ne vais pas vous faire l'article parce que voilà, tu l'as parlé, mais c'est vrai que ce n'est pas un outil de prédiction. Ce n'est pas un outil où on va dire le futur ça va être ça, etc. C'est un outil, nous, Futurible, futur possible, où on envisage la variété de futurs possibles sur la base de données qu'on peut récolter, d'expertise, etc. Et qui est toujours orienté vers la prise de décision, vers l'action. C'est envisager les futurs pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant. Et c'est vrai que quand on parle d'IA, on entend beaucoup de choses sur les futurs possibles de l'IA, ce que ça peut changer à l'humanité, beaucoup de discours assez dramatiques. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'apporter un regard un peu posé sur ça, même si on a un aspect foufou dans l'exploration de nos scénarios. Les objectifs de l'étude qui seront disponibles, qui est disponible en bas, c'est effectivement c'est de mieux comprendre cette montée en puissance, de voir en quoi ça change notre monde professionnel, de voir en quoi ça change dans l'individu les mécanismes de décision, parce que le fait de déléguer, etc., n'est pas sans conséquence. Essayer d'établir des grands scénarios de futur possibles pour l'intelligence artificielle. Des scénarios, vous allez voir, qui ont plusieurs dimensions. On parle d'IA, mais on va parler plein d'autres choses autour, hein, la géopolitique, la société, l'intime et tout ça. Essayer d'établir quand même des voies possibles. On ne dit pas que ça va être ça qui va arriver, mais on entend beaucoup de choses portées par les industriels de l'IA. On essaie d'apporter un regard un peu différent à ça, et tout en adoptant le point de vue des dirigeants. On va vous raconter comment on a fait cette étude. C'est de se nourrir beaucoup. On a soumis les scénarios qu'on a fait aux dirigeants pour voir comment ils réagissaient et comment ils se projetaient dedans. Et tu as parlé de design fiction, et vous allez voir en fait comment on a développé cette technique-là, cette méthode d'incarnation, de rendre sensibles les choses à travers des personnages, des chefs d'entreprise en fait, qui vont faire vivre les scénarios. Très rapidement, le déroulé de l'étude, on a commencé par récolte d'informations. Donc ça, c'était au printemps, à l'automne de l'année dernière.
Qu'est-ce qu'il dit sur l'IA, lecture d'articles, de rapports, entretien avec des experts, etc. Et sur cette base, on a fait 3 scénarios contrastés de futurs possibles. Je donnerai un peu de détails sur comment on a établi ces scénarios, etc. plus tard. Ensuite, 3 scénarios égale 3 ateliers. J'ai reconnu des têtes qui étaient venues à nos ateliers de dirigeants. On a fait un scénario par atelier où on a soumis les dirigeants, on a proposé le scénario aux dirigeants et on a demandé leur réaction, qu'ils se projettent dedans et qu'ils inventent des personnages. C'est-à-dire comment est-ce qu'ils imaginent l'activité économique, la vie des décideurs dans ces mondes-là. Et en plus, qui modifient un peu nos scénarios, qui fassent leur retour sur ce qu'ils pensaient des scénarios. Ensuite, en chambre, on a écrit le rapport. Un rapport que vous trouverez en bas. Donc là, ce soir, je ne vais pas m'étaler et sur les données qui nous ont permis d'établir les scénarios et sur les scénarios eux-mêmes, etc. C'est vraiment vous familiariser avec et puis après, vous pourrez aller plus loin dans la publication. Dernière étape, la plus importante, c'est gros événement, c'est ce soir, pour le partage des conclusions où on est aujourd'hui et essayer de faire vivre cette étude. Et j'espère, je pense que la petite flèche va continuer et que vous approprierez peut-être ces scénarios et qu'il y aura d'autres manières de faire vivre un peu la réflexion qu'on a initiée à travers cette étude. Très rapidement, comment est-ce qu'on a construit les perspectives possibles de l'IA? Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle un panorama prospectif chez Futurible. On a fait 3 échelles. On a essayé de comprendre un peu les grands mouvements du contexte global. C'est quoi? C'est la géopolitique, les grands acteurs économiques, les enjeux environnementaux très importants pour l'IA. Tu focuses aussi sur, d'accord, mais qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'entreprise, l'activité économique, le tissu entrepreneurial français aujourd'hui, comment il évolue, c'est quoi les impacts de l'IA dans le monde du travail. Et une 3e échelle qui est plutôt l'échelle individuelle, c'est l'échelle du décideur, de la décideuse, mais aussi de tout un chacun. Qu'est-ce que ça fait à la cognition? Qu'est-ce que ça fait à la décision? Qu'est-ce que ça fait à nos émotions, ces interactions qu'on a avec l'IA, cette diffusion de l'IA dans notre vie quotidienne et dans la vie entrepreneuriale. Donc très rapidement, je vous brosse quelques éléments clés du panorama prospectif qui vont nous permettre de cadrer, de vous dire, voilà, les scénarios qu'on va vous proposer, ils ne partent pas de nulle part. Et le premier, alors déjà effectivement, peut-être une étape liminaire, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Déjà, qu'est-ce que c'est que l'intelligence humaine? Je n'ai pas la réponse. L'intelligence artificielle, c'est un dispositif d'ordinateur qui essaie de dupliquer certaines fonctions de l'intelligence humaine. Le raisonnement, l'apprentissage, la déduction, etc. D'accord? Donc voilà, je vous propose cette définition, qui est une décision qui me semble valable parmi d'autres. La spécificité, c'est qu'elle a été écrite par ChatGPT. Je lui ai dit, définis-moi l'intelligence artificielle, et je trouve que c'est une bonne définition. D'accord? Voilà, au moins, les cordonniers sont bien chaussés. Et par contre, on va peut-être détailler, parce qu'on va parler de pas mal d'IA différentes. On va détailler quand on parle d'intelligence artificielle, de quoi on parle. Donc déjà, il y a plusieurs catégories d'intelligence artificielle. Là, je vous en présente 3. Il y a plusieurs façons de les appeler. La première, c'est ce qu'on appelle l'IA étroite ou l'IA faible. C'est cette IA qui a commencé à se développer à partir des années 50, d'abord en laboratoire, puis qui s'est développée dans les entreprises, dans l'informatique, etc. C'est une IA un peu monotâche. C'est le calcul, c'est l'appariement, la mise en relation, la recommandation, etc. Elle fait une tâche, et elle la fait bien. D'accord? Elle automatise une tâche, elle automatise bien. C'est pas parce qu'elle est étroite qu'elle est pas performante. Mais c'est juste qu'elle fait une tâche. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'IA générative. L'IA générative qui est arrivée il y a 3-4 ans avec l'irruption impromptue, c'est le cas de le dire, de ChatGPT. Et IA générative, merci, je crois que tu as compris mon jeu de mots. Ça fait plaisir. Donc l'IA générative pourquoi? Parce qu'elle génère du texte, génère des images, etc. Et ça, c'était absolument pas prévisible. C'est-à-dire même les gens qui travaillaient sur ces dispositifs d'imitation du langage, etc., à un moment donné, ils ont vu ce truc émerger là, de l'IA générative qui imitait parfaitement le langage humain. Et voilà, il y a juste un moment où les puissances de calcul ont été tellement importantes et le nombre de données recueillies que ça a été rendu possible. Mais ce n'était pas du tout dans le viseur, en fait. On ne pensait pas que ça allait vraiment évoluer comme ça. Et donc ça, c'est un peu le paysage actuel. Et le paysage vers quoi s'oriente l'industrie de l'IA aujourd'hui, c'est plutôt, on essaie de nous dire, la prochaine étape, c'est l'IA agentique. Vous avez peut-être entendu parler des agents.
Alors les agents, c'est les agents IA, ben voilà, c'est un dispositif qu'on imagine d'intelligence artificielle autonome à qui on délègue une certaine marge de manœuvre dans la prise de décision. Typiquement, ben voilà, je veux réserver mes vacances à Rome, tu vas tout faire, toi, et puis après, ben, j'aurai juste à partir à Rome. Donc ça, c'est l'horizon, et pareil pour l'entreprise, évidemment. Ça, c'est l'horizon tel qu'il est mis en avant par les géants de l'industrie, mais avant qu'on en arrive là, quand même, il y a une petite marge de manœuvre, et notamment sur, ben, légalement, qu'est-ce qu'une IA a le droit de faire à ma place, au-delà des capacités techniques que ça requiert. Tout ça s'inscrit dans un contexte global. Je ne vais pas le détailler trop, mais vous dire que la grande tendance, c'est que l'intelligence artificielle est devenue un peu l'instrument de domination économique, géopolitique du duopole Chine-US. C'est-à-dire que ben, voilà, c'est à travers l'intelligence. De même que pendant la guerre froide, c'était l'énergie atomique qui faisait la concurrence à la compétitivité et à la suprématie. Là, les investissements se polarisent beaucoup sur l'intelligence artificielle. Donc, et c'est très axé sur une confrontation sino-états-unienne. Donc beaucoup d'investissements sur des technologies très touchy, parce que dual, hein, c'est-à-dire elles peuvent servir à la fois aux civils et aux militaires, donc faire attention un peu à comment on collabore avec les pays qui ne sont pas forcément vos amis. Je passe rapidement sur le fait que ben, voilà, on a un profil d'IA plutôt sécuritaire qui est développé par la Chine et plutôt économique et assez exubérante qui est en train d'être développée par les US, d'autant plus depuis l'élection de Donald Trump, où il y a vraiment un effort qui est mis de monstration du fait qu'on domine et qu'on maîtrise l'intelligence artificielle et qu'on investit beaucoup dedans. Donc l'UE est un peu à la traîne sur ça, mais elle est à la pointe sur une chose qui est la régulation. Hein, l'IA Act qui est entré en œuvre là depuis quelques temps sur ben, voilà, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, des choses qui sont vraiment dangereuses de faire avec des IA, et nous on décide qu'il y a des bornes à se fixer. Alors beaucoup disent la régulation ça empêche l'innovation, etc. Je pense qu'en fait en Chine ils régulent pas mal aussi, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire avec l'IA, hein, c'est clairement régulé. La différence c'est vraiment plutôt le montant des investissements. Et la communauté internationale qui est là, qui est quand même plutôt à la traîne. Hein, qui essaye d'édicter un peu des grands principes, mais qui ne sont pas trop suivis, parce qu'il n'y a pas trop de coordination, et c'est beaucoup poussé par ce duopole compétitif, et donc c'est plutôt la compétition d'abord, et puis après on verra. Donc il n'y a pas de coordination internationale sur des grands principes. Les acteurs globaux, c'est largement dominé par les GAFAM, hein, donc, du côté américain, donc les Google, Amazon, etc. Et l'apparition de l'IA générative il y a 2 ans a plutôt renforcé ces grosses boîtes, hein, plutôt qu'à fait apparaître des gros acteurs. Elles ont capitalisé sur... Donc ça renforce vraiment leur poids. Et en Chine, il y a un peu le pendant qui s'appelle les BATX. Quelques estimations du chiffre d'affaires global de l'IA. Vous voyez qu'il y a des différences dans les estimations. C'est simplement parce qu'il y a des différences dans la définition de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le secteur d'activité ? Est-ce que le numérique Donc ce qui est important, c'est de se dire que tous les analystes tablent sur une augmentation du chiffre d'affaires conséquente dans les années qui viennent. Petit ordre de grandeur hein, sur les 10 dernières années, enfin voilà, en fin 2013-2022, le montant des investissements privés dans l'intelligence artificielle, et on voit la nette domination des US et de la Chine qui est quand même assez loin derrière, mais les chiffres chinois, il faut les prendre voilà, pour ce qu'ils sont. Et le reste, donc on voit bien hein, ce duopole, il apparaît très clairement ici. Ce qui est important de savoir, dont on parle de plus en plus, mais d'avoir une conscience de ça, c'est que on parlait de numérisation, le numérique n'est pas l'invisible, n'est pas l'immatériel. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la consommation de ressources. Donc déjà, l'électricité, ça consomme beaucoup d'électricité. Rien que les data centers aujourd'hui, donc qui stockent toutes les données nécessaires, hein, c'est 1,5% de la consommation mondiale. Et a priori, ça devrait atteindre 3% en 2030 selon l'IEA, l'Institut d'énergie, international de l'énergie. Ensuite, l'eau, énorme. Consommation d'eau, donc potentiel conflit d'usage à terme, hein, 2,2 milliards de mètres cubes en 2022, soit le double des prélèvements annuels d'un pays comme le Danemark. C'est énorme. Et a priori, ça va augmenter. Pourquoi ça a besoin d'eau? Pour refroidir les serveurs, etc. Hein?
Et l'électricité, l'eau et le physique, le matériel des matières premières. Donc les déchets électroniques, a priori, entre 1,2 et 5 millions de tonnes de déchets électroniques liés à l'IA d'ici 2030, sur un total aujourd'hui de 50 millions de déchets électroniques. C'est quand même pas anodin, surtout que ces déchets ne sont pas facilement recyclables. Et là, c'est qu'une partie de la matérialité physique de l'IA dont je vous parle. Alors, on va beaucoup parler de travail. Alors, quels sont les grands constats des effets de l'IA sur le travail? Puis après, on parle des scénarios. Mais là, c'est bien de... Donc, quantitativement, ce qu'on prévoit, c'est une forte exposition de certains métiers. A priori, le FMI, l'ONU nous disent qu'il y a 40% des emplois qui sont exposés à l'IA. Exposés, ça veut dire qu'ils vont être influencés, touchés, pas forcément qu'ils vont disparaître. D'ailleurs, une étude de Roland Berger, en France, qui dit 800 000 emplois menacés, 1,4 million d'emplois augmentés. Augmentés, ça veut dire meilleure qualité, a priori, plus de confort, moins de stress, etc. Bon. En tout cas, il y aura des constats quantitatifs non négligeables. CJD, vous avez des grosses boîtes, des petites boîtes, etc. Mais a priori, ce qu'on constate, c'est une disparité d'utilisation entre les grosses entreprises qui ont moyen de mettre en œuvre l'IA, l'intégrer, et qui l'intègrent beaucoup, et les plus PME. Donc, c'est pas impossible qu'on ait une sorte de tension entre des profils qui l'intègrent plus ou moins que d'autres. Toujours plus d'utilisateurs, 67% des travailleurs en France qui disent l'utiliser. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on se dit, est-ce que pour le coup, ça leur libère du temps, etc. Pas vraiment. Ce qui ressort un peu des études, c'est que en fait, ça intensifie la charge de travail. C'est-à-dire que le temps libéré grâce à l'intelligence artificielle ne va pas faire en sorte que vous allez regarder TikTok, mais que vous allez faire d'autres choses. Donc ça intensifie le travail. Et enfin, les conditions, qu'est-ce que ça fait en fait à la... Donc tout ça, c'est les grandes lignes du constat. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent les photos, vous avez vraiment le détail dans l'étude. Qu'est-ce que ça fait vraiment à la qualité, quantitativement, ce qui se passe quand on travaille? Globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on constate, a priori, plusieurs études, des gains d'efficacité, gains de temps, de rapidité, mais une perte de diversité des idées proposées, des schémas mis en œuvre, etc. Et un risque de commettre des erreurs, par excès de confiance, etc. Un risque de relâchement de la pensée critique, en se disant, elle le fait très bien, l'IA, donc je lui fais confiance, puis je n'ai pas trop le temps de vérifier, etc. Il y a une étude de Microsoft sur ça qui est citée dans notre rapport, qui est vraiment complète, qui est très intéressante. Et une perte de compétences, parce qu'à force de déléguer, en fait, tout ce qu'on délègue, on perd la capacité de le faire. Donc voilà, discernement dans ce que vous déléguez. Gardez bien vos compétences socles pour vous. Je parle de dirigeants ce soir. Donc, et puis une publication qui leur est destinée, même si elle est ouverte évidemment à tous et toutes. Alors là, c'est Tang Yu, c'est la PDG de NetDragon. Alors, évidemment, c'est une IA. Alors, évidemment, en fait, c'est plus de la communication qu'autre chose, mais ça existe vraiment. Et elle a vraiment rempli un rôle. Elle a des interactions avec les salariés, elle fait du conseil RH, etc. C'est un joli coup de com', mais ça dit quelque chose. 47% des cadres interrogés affirment que la plupart ou toutes les fonctions de CEO pourraient être automatisées. Désolé, no offense, c'est pas contre vous, c'est les cadres qui le disent. Moi, je suis pas cadre. Je suis cadre. Ensuite, toujours sur une enquête sur les CEO, ça c'est fascinant. Ils disent 64%, ils disent moi j'investis parce que j'ai pas de retour sur investissement, j'ai pas de visibilité, mais par contre je vois que les autres ils le font, alors je le fais. Effet moutonnier de l'investissement au développement de l'IA. Et 62% disent vraiment c'est mieux en fait d'aller vite, quitte à ce qu'on ne soit pas trop regardant sur le côté éthique, sécurité. Et mon chiffre préféré, c'est ça. C'est il y a 43% des CEO qui pensent que l'IA pourrait remplacer la fonction de CEO dans les prochaines années. C'est ça qui est génial, c'est que si vous faites un petit calcul, il y aurait au moins 20% des CEO qui investissent dans l'IA, mais qui se disent ça va me remplacer. Voilà. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a une sorte d'effet de mise en avant tout le temps, de fuite en avant. Et dernier petit... la morale qu'on peut tirer de ça, c'est qu'a priori, il y aura toujours des dirigeants, peut-être moins, mais il y aura surtout toujours besoin de leadership pour les organisations. Et quels seront les contours du leadership pour l'entreprise, dans l'entreprise de demain, avec plus ou moins d'IA? C'est ce qu'on va essayer
d'explorer maintenant. Donc là, maintenant, j'arrive voilà, pour le panorama. Évidemment, j'aurai plus de détails dans l'étude, mais l'idée, c'était de poser un peu les enjeux. Et là, j'arrive au scénario. 3 futurs possibles de l'IA. Alors évidemment, en fait, il y en a beaucoup plus en réalité des futurs possibles de l'IA. Nous, on a choisi 3. Et il y a des scénarios qu'on n'a pas explorés, notamment tous les scénarios qui sont déjà plus ou moins portés implicitement par les géants de la tech, etc., qui nous disent que ça va super améliorer le travail de tout le monde, etc. Bon, ça, c'est déjà en ligne. Donc, on ne l'a pas fait, nous. Hein. Nous, on a fait plutôt 3 autres qui avaient aussi l'objectif de stimuler la réflexion et de confronter les dirigeants à des situations qu'ils n'avaient pas forcément en tête. Mais tout ça toujours dans une optique d'être probable quand même, un souci de probabilité. D'accord ? Donc sur la base du constat qu'on a fait, des panoramas, etc. 3 futurs possibles, 3 futurs contrastés aussi. Hein, histoire qu'ils ne se recoupent pas trop, comme ça on explore une diversité de champs des possibles. On y va pour les scénarios ? Allons-y. Premier scénario. Presque le monde d'après. Pas tout à fait le monde d'après. D'accord ? Presque le monde d'après. On parlait beaucoup du monde d'après il y a quelques temps, je crois qu'on l'a un peu oublié, mais voilà. Presque le monde d'après, pourquoi ? Donc, on est en 2035. Alors, toutes ces illustrations, c'est janvier. C'était avant. On est en 2035 et qu'est-ce qui se passe ? Aux États-Unis, ça va pas très fort. Donc, toutes les grandes entreprises, les GAFAM, etc., qui ont dominé jusqu'à présent, chutent un peu, sont fragilisés sous plusieurs facteurs, plus de criminalité, cyber, en fait beaucoup d'investissements pour peu de retour sur investissement, ce qui pointe un peu, beaucoup d'analyses qui nous disent qu'il y a peut-être une bulle, enfin pas impossible que ce soit disproportionné, etc. Un État affaibli qui n'arrive pas à pour le coup, comme Gaëtan affaibli, n'arrive pas à relancer la machine, et beaucoup de crises climatiques qui font que voilà, les États-Unis, c'est un peu par terre. L'économie mondiale très déstabilisée, forte pression sur les ressources naturelles, qui fait que monde un peu éclaté, monde même pas de blocs, quoi, mais des petits blocs qui interagissent un peu à échelle régionale, etc. Vous voyez, on essaie de faire un peu des strates sur les scénarios géopolitiques, etc. Puis on va voir jusqu'où ça va. Pas de coordination internationale, un peu chacun tire dans son sens, très peu d'échanges commerciaux. Qu'est-ce qui se passe en Europe ? En Europe, il y a eu 2031 qu'on a baptisé l'année noire. C'est pas 2025, c'est 2031. Donc beaucoup de catastrophes liées au changement climatique, les Medicanes. Medicanes, c'est les ouragans en Méditerranée. Beaucoup d'incendies, des épisodes de sécheresse, etc., d'inondations, ça va pas très bien. Et beaucoup de victimes, donc beaucoup de dégâts matériels. Donc pour le coup, grosse prise de conscience il faut peut-être falloir qu'on se ressaisisse et qu'on travaille sur la transition, en tout cas au niveau européen. Donc, au niveau européen, on va dire une bifurcation en fait, tout simplement, une politique contraignante mise en place à l'échelle de l'Union européenne. Donc il y a une coalition d'États qui se dit ok, on a un plan décennal, ceux qui veulent pas, ils ne nous suivent pas, et sinon c'est ça qu'on va mettre en œuvre. La majorité des pays le suivent, et on reprendra les élections dans quelques années. Donc l'idée c'est de réhabiliter le cadre de vie naturel, régénérer la biodiversité et capitaliser sur le nucléaire, le renouvelable. Donc, l'idée, c'est de se dire, grâce à ça, l'Europe devient un peu aussi, retrouve un peu une forme d'attractivité, parce que c'est la seule à explorer cette voie. Le numérique, là-dedans, a aussi fait l'objet d'une même stratégie de contrainte. Et donc, pour le coup, d'autant plus forte, effectivement, que dans tous ces... Il y a eu beaucoup de fake news ou avant les événements climatiques qui ont aggravé le nombre de victimes, les gens qui ne voulaient pas écouter les consignes étatiques, etc. Donc, pour le coup, législation assez drastique. IA souveraine, IA sobre et simple. D'accord ? C'est-à-dire, on a beaucoup moins de données et on fait avec. Et pour le coup, le peu de données qu'on a, on la met au service de ce qui marche, ce qu'on estime le plus utile, c'est-à-dire la transition écologique, la cohésion et les capacités de défense. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises concrètement ? Le ministère de la bifurcation a mis en place le ticket NUM. Ticket NUM, c'est le rationnement de votre consommation numérique. Donc là, on voit que 11 mars, 40%, faut faire attention, parce que si vous n'envoyez pas trop de mails. Consommation de données divisée par 3 entre ce qu'on connaît aujourd'hui et dans 10 ans.
Donc là, il y a plus trop d'utilisation d'IA dans l'entreprise. Voilà, on a capitalisé quand même sur ce qu'on a su faire grâce à l'IA jusqu'en 2025, jusqu'en 2031, mais on passe à autre chose. On utilise beaucoup moins. Il y a quand même un marché noir qui s'est développé. Voilà, ceux qui utilisent moins, ils peuvent la vendre. Hein, ça vous débrouillerez entre vous, vous verrez. Hein. Et on utilise le recyclage et la réparation est fortement encouragée, enfin même obligatoire. Voilà, pour le coup, on renoue un peu avec la nature. On voit que les PME, on a les grandes entreprises qui sont un peu affaiblies par ce nouveau contexte, hein, surtout que c'est des multinationales, donc voilà, des exportations, etc. Mais par contre, les PME retrouvent un peu de l'allant, c'est l'acteur fort, le poids fort de l'économie. Le facteur humain, évidemment, est mis en avant, c'est-à-dire le savoir-faire, moins de délégation, d'automatisation, etc. Et ce qui est intéressant dans ce scénario, c'est de se dire secteur quaternaire, effectivement, de se dire, bon ben voilà, secteur tertiaire, la théorie du déversement, hein, l'idée c'est de se dire qu'on est peut-être passé à autre chose là. Alors qu'est-ce que c'est cette autre chose? C'est plutôt orienté sur la mission, le purpose, économie du care, ESS, etc. Donc voilà, métier manuel revalorisé, savoir-faire technique, compétences socles dont je parlais tout à l'heure, qui sont revalorisées. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le PowerPoint en photo. Peut-être qu'on pourra aussi vous envoyer le PowerPoint. Je ne sais pas ce que vous en dites. Hein, parce que c'est moins long à lire que l'étude. Ah ouais. Ok, très bien. Ouais, appelez-nous. Appelez François. Dans les entreprises, il y a moins d'ordinateurs. Vous voyez, c'est... Bah ouais, quand même, parce que bon, en vrai, ça marche, hein, papier, stylo, ça marche. Hein. Des modèles volontairement sobres, simplifiés, qui se généralisent, voilà, on a parlé. On encourage les managers à freiner les usages toxiques, les usages inutiles de l'intelligence artificielle. De toute façon, ils sont plus ou moins obligés, mais il y a une forte dépendance et on essaie de faire en sorte que voilà, tout ça s'amenuise avec le temps. Il y a une forte législation sur ça. Tout ce qui est le plus énergivore en termes d'intelligence artificielle existe toujours, mais on a tendance à le consacrer à des secteurs critiques. Voilà. Évidemment, tout ça a quand même pris du temps, continue, est toujours actif. Évidemment, une forme de désorganisation dans les entreprises, vous imaginez bien, du jour au lendemain, quasiment, de passer d'un modèle largement dominé par les process informatiques à un modèle où ils sont absents. Donc, forte désorganisation. Voilà, donc ça, c'est le premier scénario qui est sorti des échanges collaboratifs et de notre veille qu'on a pu avoir avec Futurible, avec le CJD, etc. Et puis maintenant, on va passer... Donc ce scénario, on l'a soumis aux dirigeants. Et les dirigeants, ils ont remanié le scénario, et puis ils ont inventé quatre personas. L'idée, c'est que se dire, on a essayé d'évoquer des pistes assez croisées, les PME, les grandes entreprises, les secteurs d'activité, etc. On a plongé un peu les gens dedans. Alors, on a 4 personas ici, qui sont Charlotte, des potes. Qu'est-ce qu'elle a fait, Charlotte? Donc, tout ça, c'est les créations des participants aux ateliers. Nous, on n'a pas... D'accord? Donc, si vous avez des réclamations, c'est avec eux qu'il faut voir. Une société de service à la personne dédiée aux employés de la métallurgie, qui s'appelle Santé de Fer. Et l'idée, c'est de proposer des conditions de retraite décentes à tous les gens qui ont travaillé dans ces industries, donc essentiellement des auxiliaires de vie, etc. Pour info, ces auxiliaires de vie ne partent à la retraite que sur avis médical, comme tous les gens en 2035, dans ce monde-là. Donc il y a un peu d'IA quand même, on utilise l'IA publique, il n'y a plus qu'à. Et l'idée, c'est de se dire que quand même, pour les retraités, il y a du soutien empathique proposé par l'IA. Donc il y a des petits agents qui viennent vous tenir compagnie. Et selon l'abonnement que vous avez, premium ou pas, vous avez droit à un quart d'heure ou une demi-heure ou 1 heure par jour. Intéressant. Ensuite, on a Titi la débrouille. Alors lui, c'est un peu Carrefour, quoi. Excuse-moi, c'est la grande distribution qui se projette dans le monde de pénurie. Et comment on se débrouille. Donc sa boîte s'appelle Skia, on va peut-être détailler ça tout à l'heure. Comment on gère la pénurie? Disons que c'est essayer d'alimenter les rayons avec le maximum de matières premières locales,
d'optimiser la logistique. Et l'IA là-dedans, ben, quand même, pour lui, il est quand même dépendant de l'IA, parce qu'au niveau de l'optimisation de la logistique et tout ça, il y a quand même beaucoup de besoins. Modéliser la chaîne d'approvisionnement, la logistique et tout ça. Alors comment il fait pour essayer de récupérer un peu du crédit numérique? Il fait des deals avec ses fournisseurs, notamment ses agriculteurs. Il dit voilà, moi je vous offre des solutions, des points de vente, des solutions de méthanisation, des couvertures sociales, et en échange, vous me donnez votre crédit numérique. Ouais, bah oui, c'est un bon dealer. Ensuite, on a Cyril. Alors ça, c'est intéressant. Lui, il travaille dans une SS2I, dans un monde où il y a moins d'informatique. Et le principe de sa SS2I, c'est de travailler au processus de dénumérisation de l'entreprise et de décarboner au maximum le numérique indispensable. Donc voilà, il sort d'optimiser les crédits numériques, etc. Et la dernière, c'est Héloïse. Héloïse, alors, on a tous trouvé des petits surnoms. Donc elle, sa boîte s'appelle les déconstructeurs, déconstructeuses, et elle travaille dans le BTP, et donc elle est spécialiste, comme son nom l'indique, de la déconstruction. C'est-à-dire, en gros, ben, ils détruisent, ils démembrent les bâtiments qui ne sont plus utilisés pour créer récupérer le matériel et créer des banques de matériaux qui vont servir à d'autres choses. Et puis qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils rénovent le bâti existant. Donc dans la gestion de l'entreprise, il y a des parties prenantes externes, et notamment ben, la nature, qui est représentée grâce à un agent homologué par l'Union européenne. La stratégie pour 2036 d'Héloïse, c'est de se dire ben, renforcer la stratégie biodiversité et de proposer des offres d'ennaturation des bâtiments. Alors, si on allait un peu plus loin, peut-être dans l'exploration de ces personas, et ce que je vais dire, c'est que ben, voilà, on est en 2035. Moi, ben, j'ai un peu changé de carrière, je me suis adapté à cette nouvelle donne. Je suis devenu présentateur télé. Je suis devenu présentateur télé et je vous présente l'émission Le Monde d'après. Donc Le Monde d'après, l'émission qui fait le point sur les grands sujets d'actualité, etc. Et aujourd'hui, ben, on va explorer deux grands thèmes. Un grand thème avec deux invités. Je vais dire Thierry alias Titi la débrouille, et Héloïse, la DG des déconstructeurs. Bonsoir Thierry. Bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Vous pouvez m'appeler Titi. Oui, bah, très bien, je le ferai. Bonsoir. Ah oui, c'est vrai que vous... Excusez-moi, j'ai un problème technique avec ma prothèse. Ouais. Ah, elle est déchargée. Restriction numérique oblige. Héloïse a perdu son bras pendant l'année noire. Elle a essayé de sauver des gens et on a essayé depuis qu'elle s'est vachement engagée dans l'entreprise. Alors, vous faites partie un peu des... avant, je vous rappelle que d'ici la fin de l'émission, il y aura un grand jeu concours pour gagner des crédits numériques. 3 heures de crédits numériques à notre grand gagnant. Ah, c'est intéressant ça. Je peux avoir la réponse, moi? Je vous en parlerai après l'émission. Ok, alors donc vous faites partie des... Oui. Je peux m'asseoir? Oui, bien sûr, allez-y. Vous faites partie des dirigeants qui ont survécu à l'année noire. Hein, voilà, qui aurait pu dire que des PME, des TPE, des grandes entreprises continueraient d'exister après ces catastrophes? Bon, enfin, on a survécu parce qu'on a su s'adapter. On a su créer d'autres business models. Pas comme la grosse tech américaine qui, elle, s'est cassée la gueule. Oui, et puis surtout, cette année noire nous a permis de revenir à de vraies valeurs humaines et environnementales. C'est l'ADN de mon entreprise. Donc vous m'avez dit, on vous appelle Titi la débrouille, quoi. Absolument. Titi la débrouille. Je trouve toujours une astuce, toujours une solution. Dans le cadre de la légalité, bien sûr. Je suis très créatif. Là, mon entreprise, donc moi, elle s'appelle Skia. J'ai un slogan qui dit « Quand il n'y en a plus, il y a encore... » Voilà. Une personne de publiciste dans la salle. Bravo. Et vous avez un petit slogan? Alors moi, j'ai un slogan qui est « Déconstruire pour mieux rebâtir le monde de demain ». Ok, très bien. Ça prendra du temps, mais on y arrivera. Bah, je le souhaite. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, hein, qui est le débat du moment. Bah, évidemment, c'est le ticket num. Qu'est-ce qu'on fait de ce ticket num? Hein, est-ce qu'on modifie la législation pour faire en sorte que les entreprises peuvent davantage l'utiliser, peut-être au détriment des particuliers, des associations, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah évidemment, attendez, le ticket num, c'est une horreur. C'est une horreur, on se croit en 39-45 avec les tickets de rationnement. C'est un truc qui a été pondu par les technocrates, loin de la réalité terrain. D'accord? Moi,
de mon temps, on avait le droit à une consommation illimitée. Non, non, Conso illimité. non, moi je suis pas d'accord du tout, c'est pas du tout un sujet. Je veux dire, nous, dans mon entreprise, on s'en sort très bien avec le ticket num. Hein, je veux dire, je vois pas du tout l'utilité d'augmenter les quotas numériques. Bah d'accord, on voit bien que vous travaillez pas dans la grande distribution. Vous. Non mais moi, pour mon entreprise et mes clients, c'est même pas nécessaire l'IA, c'est vital, d'accord? Sans l'IA, c'est la cata. Oui, mais calmez-vous, vous devenez hystérique là. Non, je suis pas, excusez-moi. On est en plein audit numérique en ce moment, on est sous pression. Ah non. Coupure de courant. C'est le risque. Effectivement, depuis ces restrictions, bah, ça arrive régulièrement. Voilà, restriction numérique. Voilà, non, on est à la moitié du mois. Moi, j'ai déjà atteint mon quota. Je vais voir ce qui se passe. Je vous tiens au courant. Je pense que ça va pas durer longtemps. Vous nous tenez au courant? Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. Bon. Allez, bougie, ça revient à fond en ce moment. Ça fait un carton dans les magasins. Ah, d'accord. Ah, attendez, je crois que j'ai un appel. Ah, c'est mon fils. Oui, allô? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as pas assez de tickets num pour finir ta partie de Space Driver, là? Space Invader. Oui, c'est bon, oui. Oui, non, j'en ai plus, tu m'as tout piqué. Bah, comment tu fais? Bah, je sais pas, moi, comment tu fais? T'as qu'à lire un bouquin, tu sais, un livre. Il m'a raccroché au nez. Moi, c'est ma nièce. Totalement accro au Tetris. Ah. Bah, le mien est tout le temps en manque. Il pique les portables de ses copains pour leur piquer leur forfait numérique. Là. Il a même acheté des tickets num piratés au marché noir. Oh là. Non, mais, bah là, il serait peut-être temps d'aller consulter un iacologue. Hein. Oh. Oui, bah, c'est ce que j'ai fait. Hein. Non, les séances m'ont coûté un bras. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui peut vous dépanner, moi. C'est légal? Bien sûr, c'est légal. On peut aller en parler un peu plus. D'accord. Merci Acotéâtre. Qu'on retrouvera. Alors, vous avez vu que moi merci, super. Moi, j'ai jamais pris de cours de. Donc ça se voit peut-être. Hein. Acting. On va continuer avec le deuxième scénario. On reverra Acotéâtre pour d'autres personas. Deuxième scénario. Jules te regarde. Alors, là, on part un peu sur les mêmes points de départ qui sont un contexte international compliqué. D'accord? Modèle de la démocratie libérale qui est très affaibli, hein, largement sapé d'ailleurs, affaibli par les acteurs du numérique. Donc voilà, il y a une actualité, hein, je vais faire un rapport, etc. Une influence états-unienne qui est vraiment amoindrie parce qu'il y a eu un ultra-crack en 2029. Une crise financière, justement, du fait que le système financier est dérégulé. Donc beaucoup automatisé, etc. Et ça n'a pas forcément bien marché. Le pays ne va pas très bien, voilà, il y a beaucoup de tensions, on va dire. Et par ailleurs, il est confronté à des événements climatiques qu'il n'a pas trop les moyens auxquels il n'a pas trop les moyens de faire face. Donc les GAFAM, là-dedans, ils sont aussi très affaiblis et ils essayent de se développer en dehors des États-Unis, qui est quand même leur marché principal. Pour le coup, en Europe, il y a aussi d'autres solutions qui sont adoptées, et une sorte de dépendance, ou en tout cas, on s'est beaucoup tourné vers les solutions chinoises et indiennes. L'UE, là-dedans. L'UE s'est considérablement affaiblie dans ces prochaines années. Et voilà, depuis l'ultra-crack, ce qu'elle essaye de faire, c'est d'afficher un peu son patriotisme économique pays par pays. En réalité, très dépendante plutôt des solutions asiatiques, chinoises et indiennes, beaucoup chinoises. Donc, on accueille les entreprises étrangères dans une sorte de co-tutelle, on va dire, de façade. Et on travaille beaucoup à la réindustrialisation, notamment avec des usines autonomes. Des usines autonomes type 4.0, on achète des lignes, etc. Et tout ça, ça vient beaucoup de Chine. Donc beaucoup de robotique, peu de main-d'œuvre, ça permet de... Voilà. Et on cède un peu le patrimoine, avec des infrastructures, justement à des grands groupes ou à des investisseurs et fonds souverains étrangers pour maintenir l'emploi et l'activité. Là-dedans, qu'est-ce qui se passe? On a l'élection de Jules, en 2032. Les images sont générées par l'IA. Jules est un ex-influenceur qui s'est engagé en politique. Donc il a été élu en 2032 et
Et donc, pour le coup, campagne bien financée. On ne sait pas trop d'où venaient les financements. Certains ont des idées, mais ils ne peuvent pas trop les dire. Il est devenu le premier président pérenne de la Ve République, une sorte de Ve République amendée, dire voilà, moi j'ai besoin du temps pour faire ma politique, etc. Sa politique, elle est très pro-business et elle repose sur une alliance d'intérêts entre État, grands groupes, secteur public, secteur privé. L'idée, c'est d'entretenir la compétitivité, quoi. C'est de se dire, voilà, donc on a un pays qui continue d'avancer, de travailler. Donc populiste, pro-business et techno-autoritaire. Donc, et ce techno-autoritarisme, il est largement alimenté par les solutions numériques. Très orienté sur la sécurité, la captation de données, l'exploitation de l'information, etc. L'intelligence artificielle dans l'éducation, aussi pour faire passer des messages, voir si les jeunes ils se comportent bien, et tout ça. Il y a très régulé, très contrôlé, beaucoup d'usages militaires, beaucoup d'usages sécuritaires qui orientent le marché vers ces industries-là. Et largement mise au service du secteur économique, parce que l'idée, c'est de favoriser l'emploi et l'activité économique, la compétitivité. Et par ailleurs, ça tombe bien, hein, cette IA public-privé dans les entreprises, ça permet aussi de voir un peu comment les gens se comportent. Alors évidemment, il y a des gens qui ne sont pas trop d'accord avec ça, hein, qui sont en marge, des réseaux informels, voire un peu des activistes, un peu d'actions violentes, etc. Et l'action, c'est beaucoup attaquer le système des infrastructures numériques. C'est efficace. Et donc pour le coup, il y a des actions récurrentes, ça perturbe un peu l'économie. Et c'est quand même un peu utile à Jules qui lui permet de dire, grâce à ça, je vais pouvoir accentuer la répression, etc. Alors, les grandes entreprises, qu'est-ce qui se passe? C'est le slogan. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est que c'est les grandes entreprises qui dominent, justement, par rapport à leur collusion avec les pouvoirs publics, et dans une dynamique de néo-mondialisation, voilà, avec des grandes entreprises étrangères qui viennent, on fait des deals en collusion avec les autorités, etc. Gros usage de l'IA pour la surveillance, mais au détriment de la qualité quand même des conditions de travail, hein, évidemment, surtout qu'on se sent toujours plus ou moins surveillé. On ose moins prendre de risques, on ose moins faire preuve de créativité, et puis on a moins les capacités de le faire aussi. Et pour le coup, il y a beaucoup de dirigeants qui sont passés à autre chose. Hein. Donc, vous, dans ce monde-là, peut-être que vous prendrez le maquis, les chèvres, le Larzac, tout ça. Parce qu'évidemment, c'est moins enthousiasmant de devenir un dirigeant. Une partie de l'économie va sur des circuits alternatifs. Donc, hors du monde numérique, quoi. On va se dire, voilà, il y a des circuits parallèles qui n'utilisent pas l'IA, qui n'utilisent pas le numérique, qui sont des réseaux de solidarité informels, locaux, non financiarisés, et aussi un peu d'IA sobre, type place de marché, recommandations, via le dark web, pour essayer de faire une sorte de résistance numérique, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans les entreprises concrètement? Les individus ont l'habitude d'interagir avec les agents, hein, ces espèces d'entités IA autonomes, voilà, qui s'occupent de plein de choses dans l'entreprise, puis qui font un peu les confidents, etc. On voit que certains l'utilisent quand même un peu avec réticence, ces dispositifs d'IA, hein, surtout qu'on sait que il y a de la surveillance derrière, et qu'il y a une sorte de notation sociale qui est mise en place. Et par contre, elles sont quand même de partout dans les entreprises, donc on est assez dépendant, on délègue vachement, et il y a une perte d'expertise, perte de courage dans la prise de décision, je l'ai dit, l'aménagement de la créativité. Et ce qui est important, c'est de se dire que voilà, tous ces processus RH sont de plus en plus, donc recrutement, orientation, etc., délégués à ces agents. Et ça déshumanise vachement, en fait, le fait que voilà, tout ça soit automatisé, surveillé, etc. Les rapports au travail, c'est pas très convivial. Qu'est-ce qu'ont imaginé nos participants? Donc 4 entreprises, encore une fois, de secteurs et de tailles différentes. Et la première, c'est l'entreprise Platon. Conseil en organisation, SS2I, etc., dirigé par Iris, plus connu sous le nom de Iris.
Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait vachement du nudge, quoi. C'est-à-dire elle aide un peu à la vie dans l'entreprise grâce aux IA. Donc l'idée, c'est de proposer des solutions RH qui tirent parti de nos mécanismes émotionnels pour orienter les gens dans la conduite de leur carrière, leur émancipation au travail. Tout ça. Donc évidemment, toutes ces solutions ont explosé depuis l'accession au pouvoir de Jules, parce qu'elle a beaucoup de contrats cadres avec l'État, et elle a développé tout un tas de solutions, on va dire, qui appuient cette politique sécuritaire. Donc le slogan de la boîte, c'est « Upgradons-nous ». Et tous les consultants ont leur propre petit agent avec lesquels ils interagissent. Et elle-même, d'ailleurs, a noué une sorte de relation sentimentale avec son propre agent. Et elle a développé une nouvelle solution qui s'appelle Psy-A, pour aller encore plus loin dans l'exploration de la psyché des gens. Justement, on parle de psyché des gens, et il y a Brigitte qui, elle, a sa boîte de service à la personne qui s'appelle Mavia. Brigitte, elle a longtemps travaillé dans les grands groupes, etc. Elle se rend bien compte que les conditions sont nettement détériorées ces 10 dernières années. Donc, ce qu'elle propose, c'est un accompagnement psychologique de qualité aux salariés. Donc, il y a 2 offres. L'idée, c'est, quoi qu'il en soit, de se sentir un peu en sécurité dans une ambiance sereine dans ces cabinets, qu'elle a un peu dans toute la France. Et l'idée, c'est de rendre les travailleurs un peu plus sereins, c'est faire en sorte que les entreprises payent un peu cet accompagnement pour que les travailleurs se sentent mieux. Et une autre offre qui est d'accompagner les gens qui ont perdu leur emploi à cause de l'IA. Voilà, il y a des caisses communes qui sont mises en œuvre par les employeurs pour dire, voilà, nous on va licencier, mais par contre vous proposez un accompagnement. Elle a une nouvelle offre pour 2036. C'est l'offre totalement dénumérisée, garantie 100% sans IA. Pourquoi? Pour que les données ne soient pas captées. Donc elle a investi, pour que les gens puissent se confier en toute sérénité. Donc elle a investi dans des broyeuses à papier, dans des formations à la prise de notes et à la mémorisation, et dans des locaux qui incluent des pièces insonorisées, garanties sans micro. Voilà, c'est ça le monde d'après. Donc on a Léa, alias Lepala. Donc elle est dirigeante depuis pas trop longtemps, ça fait 8 mois. Son entreprise, c'est Flex Indu. En fait, c'est un conglomérat qui appartient à l'État, mais aussi financé par des investisseurs chinois de Dragon Manufacturing. Donc l'idée, c'est qu'elle propose des usines clés en main 4.0 à la demande. On conçoit, on développe sur le territoire. Et parfois, on peut faire aussi du factory staging. C'est un peu comme le home staging, mais pour améliorer les entreprises. Et ça lui plaît à Léa, parce qu'en fait, avant, c'était une influenceuse, elle aussi. C'est grâce à ça qu'elle a rencontré Jules et que Jules l'a promue à ce poste-là. Donc dans son usine, évidemment, il y a plein de robots. Et elle s'appuie beaucoup sur sa propre IA, qui s'appelle l'IA, et en fait qui prend toutes les décisions pour elle, comme ça elle se concentre sur la com. Et enfin, il y a un autre persona qui est un persona multiple, c'est le collectif clandestin, les Créanimus. Alors les Créanimus, c'est un réseau informel, illégal, en dehors des radars, qui est en opposition, et qui en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des vêtements. Ils fabriquent des vêtements de manière complètement artisanale, et sur ces vêtements, en fait, vous voyez, il y a des petits signaux. Ça permet en fait de déjouer les systèmes de surveillance des caméras, etc. Ça les met hors d'usage, ça fait que vous pouvez passer inaperçu. Donc voilà, ils ont tout un réseau clandestin pour récupérer les tissus, les reteindre et les redistribuer. Et ils s'appuient sur ça, sur une petite IA hors circuit, quoi, sur le dark web. Ils ont mis en place leur propre structure de production avec des partenariats, c'est le nouveau projet, avec des partenariats avec des agriculteurs et des éleveurs dissidents. Donc les éleveurs leur donnent la peau des animaux. Ça contrevient un peu aux convictions antispécistes d'une partie des gens du collectif, mais il faut faire avec ce qu'on a, avec ce qu'il y a. Bien. Voilà, moi aussi, j'ai évolué, j'ai suivi le mouvement. J'ai trouvé ma place dans ce monde-là. Et je suis devenu animateur de soirées, de conférences, etc. Et puis ce soir, donc, c'est soirée privée, grande levée de fonds. Et pour le coup, on a un invité de marque, c'est Jules. Donc je vais appeler Jules, vous pouvez l'applaudir. Il va nous présenter.
et va nous faire un peu le tour de table. Voilà, Monsieur le Président, bienvenue, c'est un honneur. C'est vraiment de la chance. Hein. Ça va? Bonsoir. Super. Bonsoir. Bonsoir Ok. à toutes et à tous. Bonsoir, merci. Merci. Merci infiniment d'être venus si nombreuses et nombreux ce soir. Vous, les grandes entreprises étrangères, françaises, qui renouvelez sans cesse et au quotidien votre soutien à ma politique numérique et sécuritaire. Je saurai vous remercier comme il se doit. Je crois aussi aux petites entreprises françaises, prometteuses de business et d'avenir, et qui ont besoin de vous. Et c'est pourquoi, ce soir, j'ai choisi d'en mettre une à l'honneur. Une qui me tient à cœur, dirigée par la prometteuse et talentueuse Léa Lepala. Bonsoir. Bonsoir Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir Léa. Eh ben, je te remercie vraiment pour l'intérêt que tu portes pour moi, enfin je veux dire pour mon business. Grâce à cette soirée, j'espère pouvoir trouver des financeurs. Donc je compte sur vous. J'ai toujours cru à l'importance de la femme dans le monde de la tech. Ah oui. Et c'est pourquoi, lorsque j'ai rencontré Léa, j'ai tout de suite senti son potentiel. Alors Léa, je te laisse te présenter. Bon, ben, certains d'entre vous me connaissent déjà via TikTok. Je suis une ancienne influenceuse design and decoration. J'ai rencontré Jules lors d'une dégustation de Dubai Chocolate à la pistache. Grâce à Jules, je suis maintenant directrice générale d'une entreprise qui s'appelle Flexindu. Dans le cadre de la réindustrialisation. C'est l'émotion. Voilà. Donc, Flexindu propose des entreprises 4.0 clés en main et du factory staging. Peut-être que tu pourrais nous présenter ton business plan en quelques mots. Je vais laisser la place à mon mon assistante, mon agent IA, voilà, que j'ai créé moi-même et qui s'appelle l'IA. Voilà. D'accord. Bonjour, je m'appelle Lia, je suis l'associée de Léa. C'est moi qui ai conçu ce business model. Mais attendez, c'est pas du tout celui qu'on avait décidé là? Non, non. Il ne correspondait pas au processus en vigueur dans l'entreprise. De plus, certaines pratiques étaient illégales. Attendez. Et donc, il était... Stop. Mais elle n'a pas fini. Mais qu'est-ce que c'est que ce clown là? C'est pas un clown, c'est mon clone. Ah oui, mais je te le par main très vite fait, moi, ton clone. Mais... Chers amis, mon devoir de président 2.0 m'appelle. Mais n'oubliez pas, avec moi, avec vous, avec l'IA, la France, elle avance. Elle avance. Merci, Président. Merci Jordan, enfin merci Jules. Je vous propose, en fait la soirée de levée de fonds, elle est pas terminée. On va accueillir le représentant en France de Dragon Manufacturing. Donc Dragon Manufacturing, une entreprise que vous connaissez bien, hein, qui produit beaucoup de solutions robotiques, etc. Alors cette personne nous fait l'honneur d'arriver directement de Shanghai pour nous présenter ces nouveaux robots, ces nouvelles lignes de production et la manière dont voilà, elles ont été pu alimenter le tissu industriel français. J'ai l'impression que cette personne est un peu en retard. Bon, on va l'attendre un peu. Anti-IA, tu perds ton sang-froid. Anti-IA, tu perds ton sang-froid. Anti-IA, tu perds ton micro. Anti-IA, tu perds ton sang-froid. Bonsoir, alors, qui êtes-vous? Les Créanibus. Ok. Et vos revendications, c'est... Eh bien, nous sommes un collectif clandestin.
Ah ouais, un camp d'exil clandestin, un réseau de solidarité écœuré par le système J mis en place par Jules. Nous sommes de Factory Police. Ouais! Nous portons des vêtements que nous fabriquons, capables de brouiller les IA des caméras de surveillance. Ouais, ils nous ont pas vu rentrer. Ouais, et en plus, nous sommes là parce que nous en avons marre de cette politique, de cet usage autoritaire. Nous ne sommes pas contre l'IA. Non, nous ne sommes pas contre l'IA, nous sommes contre ces usages autoritaires. Nous avons des contacts. Imposés par le gouvernement 2.0. Nous avons des contacts au ministère de la Sûreté qui nous informent des informations extrêmement compromettantes. Si Ouais. vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur le dark web. Oui! Des jours meilleurs viendront. Nous y travaillons. Anti-IA, tu perds ton sang-froid. Anti-IA, tu perds ton sang-froid. Merci au Créanimus. C'était vraiment très intéressant comme intervention. C'est vraiment une super création du groupe, quoi. Je trouve ça. Voilà, rapporte des masques, ils ont fait. Enfin, je fais une petite parenthèse. Il y a de la créativité vraiment de partout. Voilà, les dirigeants, ils ont des idées complètement folles parfois. Et celle-là, je trouve très juste. Allez, au taf pour la France, on continue. 3e scénario, le dernier de la soirée. Donc voilà, c'est un peu le scénario tendanciel, quoi. C'est le scénario qui, toute chose égale par ailleurs, si ça continue un peu comme ça, dans les dynamiques, c'est pas impossible. Donc ça s'appelle Welcome to GAFAM Land. On est en 2035 toujours, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Les big tech ont pris le pas, plus ou moins, sur la politique, quoi. C'est devenu les acteurs centraux. Et ils sont là, ils dominent un peu le jeu économique. Les pouvoirs publics sont complètement dépendants d'eux pour tout, pour l'armée, pour l'éducation, pour la gestion du débat politique, etc. Mais par contre, eux, ils sont pas soumis au jeu démocratique. Donc ce sont des méga nationales qui ont fleuri sur la dérégulation qu'elles ont encouragée. Elles contrôlent l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est elles qui maîtrisent l'économie, quoi. C'est au-delà des banques d'aujourd'hui. Elles contrôlent les ressources, la gestion du travail, etc. La logistique. Donc pour le coup, elles sont hyper protégées, même si parfois elles sont victimes elles aussi de sabotage. Côté chinois, on a un peu une évolution pareille, sauf que il y a un renforcement de la mainmise étatique sur les géants de plus en plus performants. En Europe, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas trop tenu le truc de la législation, quoi, hein. On est devenu un peu affaibli. On essaie d'être autonome mais on est devenu une sorte de colonie numérique. C'est une expression qui a été utilisée la première fois dans le rapport de Cédric Villani. Ça risque de devenir en 2018 une colonie numérique. Donc pour le coup, pas de secteur tech compétitif, pas de géants, et pour le coup, faible poids pour imposer ces tentatives de régulation, etc. Donc l'Europe, l'Union européenne, en tant que structure, institution, elle essaie toujours d'incarner le modèle de la démocratie libérale, mais avec plus ou moins de succès. Et donc une partie des élites européennes migrent vers d'autres pays qui semblent plus compétitifs pour elles. Et par ailleurs, l'Union est soumise un peu au lobby et au pouvoir de ces énormes GAFAM, quoi, de ces méga nationales. En France, qu'est-ce qui se passe? On a aussi un peu une sorte de dégradation de la société, moins en moins de main-d'œuvre, moins d'attractivité internationale. Pour le coup, usage de l'IA renforcé, de la robotique considérablement accentuée, etc. Une société fragmentée, une société polarisée, éclatée, au niveau économique, au niveau aussi sociologique, quoi, un vivre ensemble très amenuisé, et une vie politique vraiment disqualifiée. Donc, une sorte de polarisation de l'Internet aussi, une large partie de la société qui n'a accès qu'à une sorte de junk Internet, de contenu bas de gamme, etc., et une CSP plus élevée, moins nombreux, qui, eux, savent très bien un peu gérer ce nouveau monde et avoir un regard critique sur ce que font ces géants et en tirer parti et comment on vit avec les algorithmes, etc.
Évidemment, il y a quand même de la dissidence, un peu de hacking dans ce monde-là. Dans l'entreprise, on voit les semaines, elles sont chargées. Elles sont très chargées. Et pour le coup, elles sont condensées aussi. On a tendance à moins travailler parce que la productivité a été renforcée. Donc pour le coup, 3 jours semaine, 4 jours semaine, etc. Mais sur des rythmes beaucoup plus intenses. Évidemment, ce sont les grandes entreprises, les gros groupes internationaux qui ont tiré profit ou qui sont le mieux adaptés à cette nouvelle donne, tandis que les plus petites structures, elles, sont fragilisées, sont dépendantes d'ailleurs des solutions, elles n'ont pas accès à certaines ressources qui sont accaparées, etc. Beaucoup de destruction d'emplois peu qualifiés, donc beaucoup de micro-jobs, etc. Intensification du travail, on en a parlé. Et quand même, il y a quand même toujours un noyau d'entreprises qui essayent de maintenir une forme d'engagement, responsabilité sociale, purpose, notamment tous les gens du CJD, ils font ça. Ouais, ils continuent, c'est bien. Donc c'est minoritaire, mais ça continue de vivre dans le monde économique. Donc, dans les entreprises, évidemment, dans le travail quotidien, tout est hyper IA orienté. L'IA, elle est partout. On l'utilise pour plein de choses. Il y a plein d'agents. Les gens ont l'habitude de collaborer avec tous ces agents, ces entités IA. Évidemment, tout ça se développe de manière complètement anarchique. Et il y a de plus en plus de ce qu'on appelle le management algorithmique dans les entreprises. Le management algorithmique, c'est-à-dire on délègue la décision, le fait de donner des ordres à l'IA, comme on fait beaucoup avec les livreurs, là, vous voyez, voilà, on obtient un ordre et puis il n'y a personne derrière. Donc ça déshumanise et ça fragmente beaucoup les collectifs de travail. Donc, ce qui domine, c'est la logique de la rentabilité, de la compétitivité. Le contre-pied de ça, c'est qu'il y a quand même une perte d'expertise qui est beaucoup déléguée. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée, qui a grandi avec cette IA, qui s'est formée avec cette IA, voilà, qui, pour le coup, on a un peu moins d'esprit critique, on a un peu moins de créativité, c'est un peu standardisé, etc. On se repose beaucoup sur les IA, et paradoxalement, le fait qu'on ait toutes ces interactions avec les machines nous rend beaucoup plus solitaires. Il y a une augmentation du sentiment de solitude. Et les décideurs, il y a beaucoup aussi de décideurs qui disent « mais moi je vais suivre le rythme, le décideur augmenté, ça devient un peu la mode ». C'est comme ce jeune homme là avec sa lunette augmentée, etc., qui se dit « bon ben voilà, optimiser les performances ». Et pour le coup, ils sont toujours là avec leurs lunettes et des fois leurs salariés ne comprennent pas trop ce qu'ils disent parce qu'ils sont trop en avance. Structure pyramidale renforcée et une prime dans ce contexte-là, des dirigeants qui sont assez cyniques et peu empathiques et qui savent bien gérer le contexte de la guerre économique. Qu'est-ce qu'ont imaginé nos participants aux ateliers dans ce contexte-là? Ce qui est intéressant, on fera un peu un bilan de tous ces personas à la fin. On a bientôt fini de toute façon. Alors, on a un profil assez intéressant, c'est Taoufik, c'est un ancien mec qui travaillait dans la com et il s'est reconverti parce que de toute façon il a dit moi je vais me faire IA remplacer, donc je vais créer, j'ai repris une boîte qui fabrique des fenêtres dans les Vosges. Donc c'est une boîte très historique, quoi. Donc c'est de l'artisanat, donc c'est du travail fait à la main, etc. Ça se maintient, ce genre de choses. Mais alors autant dans la production il n'y a pas d'automatisation. Mais par contre, lui, il est complètement IA addict. Donc, lui, il se dit, moi, j'adore avoir toujours mes lunettes connectées, etc. Au moins, je sais quoi répondre à mes collaborateurs. Pour le coup, sur le droit du travail, gestion RH, j'ai toujours un petit agent avec moi qui me permet de leur répondre. Mais il est un peu inquiet parce qu'il dit, étant donné que l'agent, il sait exactement maintenant comment je travaille et quels sont mes raisonnements et c'est quoi l'historique de ma boîte, un jour, il va pouvoir me remplacer comme ça si je ne viens pas. Ensuite, on a Annie. Annie, alias Z. Je ne suis pas responsable de ce jeu de mots. C'est les participants qui l'ont inventé. Voilà. Sa boîte, c'est Ricid Academy. Elle travaille dans l'assurance. Donc, en fait, le challenge, c'est comment est-ce qu'on assure un monde inassurable? Qu'est-ce qu'on fait dans un monde où il y a tous ces problèmes climatiques? En fait, il propose une solution qui est de se dire
on va donner une prime au comportement vertueux. Et donc pour le coup, si nos assurés agissent avec un impact positif sur le climat, sur la nature, sur les ressources, ben ils ont des primes. Ils sont crédités en crypto, etc. Une partie de ces cryptos, de ces primes, elles sont orientées vers un fonds commun qui finance des projets environnementaux. L'idée, c'est de restaurer l'habitabilité du monde par l'assurance. Donc pour le coup, et pour le rendre plus assurable. Pour retrouver un peu le business premier, de dire on va pouvoir peut-être réassurer. Là. Alors, Lila. Lila a monté une boîte intéressante. Elle aussi, elle est un peu dissidente, quoi. C'est un peu... voilà. Qui s'appelle Phytodrink. Phytodrink, qu'est-ce que c'est? C'est des boissons récréatives, sans alcool, élaborées sur la base de plantes et des propriétés des plantes. Donc voilà, ça provoque tout un tas d'effets, ça tranquillise, ça rend joyeux, etc. Mais il n'y a pas d'addiction. C'est de magie des plantes. Certaines plantes font ça. Donc, production locale. Grand succès parce que pour le coup il y a beaucoup plus en plus de gens stressés, quoi, donc beaucoup de gens qui consomment. Donc en fait ce qu'elle essaye c'est de décémer au niveau national la structure pour toujours rester dans la production locale, mais voilà, un peu partout sur le territoire. Donc bonne alternative à l'alcool et voilà, refuse elle d'avoir accès aux solutions, d'avoir recours aux grosses solutions big tech et tout ça. Et le dernier personnage c'est ADX22CD. Excusez-moi, je crois que je ne présente pas bien son nom, c'est difficile. Et son surnom, c'est Jérémy. Alors en fait, c'est plutôt ses employeurs qui l'appellent ADX CD, parce que ses employeurs, c'est des robots. Et c'est juste un numéro. Donc il travaille pour cette entreprise qui s'appelle Green Robot, qui appartient à une méga nationale, on ne sait pas où c'est dirigé, etc. Et donc, lui, il est juste responsable légal. D'accord ? Eux, ils fabriquent des robots humanoïdes qui aident les personnes âgées. Et voilà, en fait, c'est devenu un peu la solution pour aider les personnes âgées, les robots, parce qu'il n'y a plus d'humains pour les aider, il n'y a plus trop d'argent. Et pour le coup aussi, ils ont une offre pré d'hommes pour les gens plus aisés. La spécificité de cette entreprise, c'est qu'elle est 100% dirigée par des IA, par des robots. D'ailleurs, au niveau du CODIR, le principe de management, c'est très simple. C'est une IA égale une voix, un humain égale 0 voix. Donc, le problème, c'est qu'il y a toujours un peu un droit du travail en France en 2035. Donc, les robots sont obligés d'avoir une personne légale qui signe pour elles. Et donc, ils tirent au sort régulièrement un patron. Et là, c'est tombé sur ADX. Alors, lui, avant, il travaillait dans la maintenance. Et puis, depuis 8 mois, il est devenu patron. Donc, il a une grosse pression. Il est un peu stressé. On peut le comprendre parce que voilà, il achète des terrains en son nom et tout. Il ne comprend pas les décisions de ces robots, mais il est obligé de les faire appliquer, etc. On va essayer de mieux le connaître, ce pauvre Jérémy, enfin ce pauvre ADX, 22CD. Hein, il a une grosse journée de travail, il est fatigué, il rentre chez lui. Et voilà, il va essayer de se détendre un peu. Il met du temps à rentrer d'ailleurs, parce qu'il est vraiment fatigué. Bonsoir, Jérémy. Jérémy? Oh, pardon. Excuse-moi. Il n'y a plus que toi qui m'appelle comme ça maintenant. Ça n'a pas l'air d'aller? Non, ça va pas, non. Je suis plus qu'un prête-nom. Je suis un numéro tiré au hasard pour diriger des robots, qui contrôlent des robots. Tu exagères. Tu sais bien que la plupart des robots que vous construisez sont destinés à aider des personnes âgées. C'est une bonne action. Non mais je sais pas, j'ai l'impression de devenir comme eux là. Sans idéologie, sans empathie. L'empathie ne fait pas partie de ta fiche de poste. C'est pour les faibles. Qu'est-ce que tu racontes? Le monde nous appartient. ADX22 CD. C'est la première fois que tu m'appelles comme ça. ADX22 CD. Mais t'es un robot toi aussi? Nous appartient à des error system warning, Non. warning, Non. error system warning, warning. Oh non, pas toi. Jérémy, Ah non mais c'est moi Lila. Tu me fais peur. Oh, t'as encore fait un cauchemar. Oh, j'ai rêvé que t'étais un robot, c'était horrible. Ouais, bah voilà. Non mais Oh. franchement, tu travailles trop. Hein.
Faut te reposer, là. Mais moi, je fous rien. Il y a mon assistant copilote qui gère mon agenda, mon avatar numérique qui fait mes rendez-vous clients, et ma signature, elle est générée électroniquement. Je fous rien. J'ai aucun pouvoir de décision, rien. T'as qu'à changer de boulot. Je peux pas. Je peux pas changer de boulot. Je peux pas abandonner les camarades humains. Je peux pas les abandonner comme ça. Les IA, elles dirigent l'entreprise avec un management algorithmique hyper autoritaire et descendant. Je peux pas les abandonner. Ah, excuse-moi, j'ai un appel. Phytodrink, bonjour. Oui, nous produisons des boissons phytoludiques à base de plantes qui procurent une sensation immédiate de bien-être, de plénitude et de zénitude. Garantie sans addiction, bien sûr. Ah non, nous n'avons pas de site en ligne, non. Vous savez, pour moi, l'IA, c'est un peu comme l'alcool. Moins j'utilise, mieux je me porte. Mais oui, passez donc nous voir. À bientôt dans le réel. Hop. Oh là là, on croule sous les commandes en ce moment, c'est incroyable. T'as de la chance, hein. T'as de la chance de travailler en TT, ça fait rêver. Qu'est-ce que tu dirais de partager un phyto-love drink pour mieux découvrir tous les deux les paradis distanciels? Aïe! Aïe! Attends, non mais t'es dingue ou quoi? Excuse-moi. Non mais qu'est-ce qui te prend là? Je voulais juste savoir si t'étais réel, pardon. Non mais c'est pas vrai, mais t'es complètement parano mon pauvre. Mais c'est que c'est une non, vérification. Ne me touche pas, c'est bon, c'est fini, j'ai bossé, j'en ai vérification. marre. Non mais il est fou lui, j'en ai marre là. Oh. Merci à Côte-Théâtre. Est-ce que vous pouvez revenir, s'il vous plaît, Hélène, est-ce que vous pouvez revenir 30 secondes. Bon, on va faire revenir après, ils n'ont pas entendu. Ah, voilà. Sur scène. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Bravo pour vos créations et vos interprétations. Moi, je vous laisse finir ce que vous avez commencé là. Ouais, c'est ça, on va finir le phyto-love drink. Merci. Nous aussi, on va finir. Juste peut-être retirer les conséquences, enfin des conclusions de ces créations de personas. Parce que bon, l'idée, c'est de se dire, voilà, c'est bien parce que ça les incarne, les scénarios, tout ça, mais il y a quand même aussi des conclusions à tirer. D'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas une adéquation totale entre le profil des dirigeants et le scénario exposé. Là, on les a classés sur une matrice de dirigeants qui sont vraiment dépendants de l'IA versus qui sont hors affranchis de l'IA, et des entreprises qui n'ont pas d'IA dans leur fonctionnement et des entreprises qui ont beaucoup d'IA dans leur fonctionnement. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est pas parce qu'on vit dans un monde hyper technologisé que tout le monde adhère à ça. En fait, ce qu'on remarque, c'est des logiques qui sont transverses aux trois scénarios. D'accord? Et intéressant aussi, il y a une conclusion qu'on peut tirer, c'est dans l'imagination, en tout cas, des participants aux ateliers, hein, c'est que c'est pas parce qu'on est en entreprise où il y a beaucoup d'IA que soi-même on est IA dépendant. Voilà. Qu'on est obligé de rentrer dans ce... Et inversement, hein, par exemple, on a l'artisan là, qui fait juste des fenêtres, mais par contre, il est complètement IA-addict. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment les dirigeants se sont aussi appropriés ces scénarios pour voir comment ils s'y projettent et quel usage stratégique de l'IA, en fait, ils envisagent, quels que soient les contextes. Vous voyez ? Alors, moi, je vais conclure. Slide pour finir. Hein, donc, quelques pistes à destination des dirigeants, des décideurs, et puis tout un chacun. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de faire ce qu'on a fait, nous, en atelier, hein, c'est-à-dire de vous projeter dans les scénarios. De vous dire que ce serait quoi ma boîte dans ces scénarios. Vous pouvez évidemment essayer d'imaginer peut-être d'autres scénarios, d'adapter ce scénario qu'on vous propose, mais faire cet exercice cognitif de vous dire, d'accord, et moi là-dedans, comment je... Et pour le coup, de se dire, quelle conclusion j'en tire pour dès aujourd'hui. Bon, éviter d'être trop peut-être IA enthousiaste ou IA parano, se dire, bon ben voilà, c'est d'avoir une vision mesurée sur la base aussi un peu du constat prospectif, hein, du diaporama qu'on a fait là, du panorama, pardon. Rester en veille, c'est quand même important de savoir qu'est-ce qui se passe dans ce secteur-là. C'est quoi les dernières nouveautés, les agents, pas les agents, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, etc. Qu'est-ce qui vient de la Chine, qu'est-ce qui vient d'ailleurs. Alors ça, c'est intéressant, identifier les vrais besoins et co-décider de la stratégie. Je cite un chiffre. Étude MIT. 95% des projets d'intelligence artificielle générative
pilotés, mis en œuvre par des entreprises. 95% de ces projets échouent. Ils ne sont pas menés à terme. Pourquoi? Parce que les gens ils veulent suivre le mouvement, dire on fait de l'IA générative, nous aussi on va en faire, etc. Donc si vous voulez en faire, essayez de déployer des solutions, faites-le, mais essayez de voir en quoi ça coïncide justement avec votre stratégie, est-ce que ça a du sens? Et sollicitez les gens qui vont les prendre en main, hein, ces solutions pour que ça marche. Aborder l'IA de manière systémique, hein, c'est-à-dire, on l'a vu dans le rapport, il y a l'enjeu de l'IA au travail, mais il y a qu'est-ce que ça coûte en ressources, c'est quoi les enjeux géopolitiques derrière, hein, c'est quoi les enjeux peut-être cognitifs, émotionnels. Donc quand vous déployez un peu l'IA, vous l'utilisez, essayez de raisonner un peu comme ça, avec cette vue systémique. Dernier conseil, le plus important qu'on va vous donner dans cette soirée, c'est de bien profiter du cocktail qui sera au rez-de-chaussée, donc pour faire des échanges 100% humains. Donc le cocktail c'est au rez-de-chaussée, on va le faire dehors, mais à cause d'une mauvaise météo générée par IA, on va devoir le faire à l'intérieur. Et voilà, donc merci pour votre écoute et bonne fin de soirée. On a encore un intervenant, un mot de la fin. Moi j'en ai terminé, mais... Ça va être rapide. Ça va être rapide. Je suis Christian Andréau, je suis le délégué général du CJD. Donc ravi de vous avoir eu ce soir avec nous. Donc au CJD, on aime bien parler avec les mains. Alors moi j'ai passé une super soirée inspirante, marrante, légèrement flippante aussi. Et donc je sais pas, si vous êtes d'accord avec ça, je vous invite peut-être à agiter les mains. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, c'est participation libre. Ok, je crois que nous sommes un peu d'accord. Sur la suite à donner, alors c'est le mot de la fin, mais on espère aussi qu'il y aura des suites avec HLU bien entendu. Côté JD, on va continuer à travailler ça dans nos commissions IA. Si vous n'êtes pas JD, vous n'avez plus qu'à adhérer. Voilà, vous savez. Et bien sûr, tous ensemble, documenter les usages. Je pense que c'est vraiment ce qu'on doit faire, nous, à partir d'un réseau de terrain et en alliance avec des associations comme HLU. Documenter les usages. Vous savez qu'on parle beaucoup de Shadow IA, que tout le monde se sert de l'IA sans vraiment savoir, finalement, ce qu'on en fait, y compris dans nos équipes. Et ça, je pense que c'est peut-être le plus terrible, finalement, de rester dans cette zone grise, comme ça. Donc, je vous invite à poursuivre le travail, vous souhaiter une bonne soirée et à descendre pour l'apéro. Les documentations sont complètes côté HLU et je vous invite là aussi à vous saisir du manifeste de l'IA que nous avons publié au CJD en partenariat avec HLU aussi pour un usage raisonné et surtout garder notre esprit critique. Bonne soirée et bon cocktail.